charismatique tel que Paulette Nsambo, qui a fait ses preuves. Et puis, comme par une baguette magique, par enchantement, on choisit quelqu'un qui sort du nulle part, curieusement. Le consensus. Et Dieu merci. Mais c'est un consensus, je vous dis, et qui va amener les électeurs gabonais vers des lendemains incertains. Et d'ailleurs, Gérard Elenguema l'a dit. Et pour ceux qui ne savent pas, je voudrais vous répéter que ces gens-là ont toujours travaillé avec le pouvoir. Et c'est une stratégie, une fois de plus, comme Gérard Elenguema le dit, pour que nous arrivons encore à une chambre bicamérale monocolore. Parce que lorsque vous faites le choix de sacrifier vos députés pour tenter, comme par un jeu de pickpocket, comme un jeu de qui perd gagne, pour dire que vous allez vous concentrer à une élection présidentielle, à 3 jours de la fin du processus électoral, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre système psychique. Pire encore, votre système psychiatrique. Mais on doit ça, poursuit comme ceux-là qui l'ont déjà dit. On voit bien une vidéo qui devient de plus en plus virale. Mais nous allons en parler, voilà, justement, voilà, nous allons revenir sur ces audios. Mais est-ce que vous ne pensez pas également que ça a été peut-être une stratégie? Parce que, à quoi ça sert d'avoir l'Assemblée nationale, même en majorité, si on n'a pas la présidence? Le chef de l'État arrive à la tête, il dissout l'Assemblée nationale. Je pense que c'est peut-être la stratégie aujourd'hui de l'opposition. Je veux, Serge Aloum, est-ce que vous partagez le point de vue du frère en face, de Thierry Essam, qui lui estime que l'opposition en réalité fait de la figuration et que bon, cette candidature consensuelle a donné déjà vainqueur Ali Bongo Ondimba sans même aller aux urnes? Absolument. Bon, le point de vue est personnel, hein. Et puis on peut avoir des divergences. N'oubliez pas de réagir, surtout. N'oubliez pas de réagir aux 066 15 69 75. 066 15 69 75. Oui, Serge, on est avec toi. Donc je disais tantôt que le point de vue était personnel. Et puis on peut avoir à un niveau, un moment donné, à un niveau de débat, peut-être quelques divergences. Mais moi, j'ai souvent une lecture avec beaucoup de lucidité. Je pose des questions et puis je cherche à trouver les éléments de réponse. Les gens, lorsqu'on dit que si on se retire des législatives, ça veut dire qu'on laisse un boulevard. Moi, je m'étonne lorsque ça sort de la bouche des initiés politiques. Nous savons tous que le PDG ayant une machine redoutable au niveau du législatif, c'est tout à fait normal qu'à chaque année, chaque fois qu'on passe aux élections, c'est toujours le PDG qui a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc, moi, je ne crois pas que M. Gérard Elenguema, qui est ici présent, on a participé aux élections en 2018. Je ne crois pas que l'opposition avait la moitié du Parlement. Donc ça suppose que pour moi, même le retrait n'a pas de conséquences en tant que tel. Maintenant, comment on peut expliquer le retrait dans le contexte actuel, si je veux interpréter la situation? Vous avez une élection technique. Pour la première fois, elle est désormais technique. Elle n'est plus simple comme avant. Non seulement elle est technique, mais c'est une élection jumelée. C'est ce qui rend l'élection technique et complexe. Mais puisqu'il s'agit d'une élection à la fois législative et présidentielle, et qu'il y a une combinaison, donc on a collé le président et le député. Ça veut dire si tu votes le député, tu votes en même temps le président. Et ils ont encore codifié en exigeant que seuls ceux qui ont des partis politiques peuvent coller les deux candidatures. Maintenant, les indépendants n'ont pas ce droit. Ça veut dire que si vous êtes indépendant et que vous avez un autre candidat au présidentiel qui est indépendant, si on vous vote, on ne peut plus voter le candidat au présidentiel qui est indépendant. Absolument. Donc, vous voyez, la difficulté en fait en sorte que quand les gens se sont retrouvés en réflexion, ils se sont dit, bon, si on amène les indépendants, ils vont avoir les voix, ça veut dire qu'ils vont empêcher à ces compatriotes de donner beaucoup plus de voix aux candidats du consensus. Et donc, après réflexion, ils ont certainement, parce que je n'étais pas là pour la décision, ils ont certainement jugé nécessaire de retirer les candidats pour ne pas grignoter les voix de candidats qu'ils ont décidé de positionner au présidentiel. Maintenant, on peut tout critiquer, hein. On peut tout dire, mais on a juste besoin de quelques minutes de réflexion. S'il y avait une autre possibilité, s'il y avait une autre alternative, je vais vous prendre un exemple. Les gens qui critiquent aujourd'hui
la candidature unique, on pose la question. En dehors de la candidature unique, il y avait une autre possibilité. La transition, justement, en question. Proposée par le vieux Revangui. Puis réclamer la transition comme une porte vers une certaine indépendance. D'accord. Maintenant, lorsque les vieux réclamaient la transition, on ne voyait personne. Presque dans les meetings, on ne voyait pas de gens. Maintenant, on propose la candidature unique. Là, il y a des gens qui sont au moins regroupés. On se dit, bon, peut-être que là, c'est la bonne solution. Peut-être que c'est le bon chemin. Maintenant, si on critique les deux chemins, parce qu'il n'y a pas que la critique, il faut proposer. Parce que si tu dis la transition c'est pas une bonne chose, c'est pas la bonne voie, ça veut dire que tu proposes autre chose. Si tu dis la candidature unique, dans cette forme-là, ce n'est pas une bonne solution, ça veut dire que tu proposes autre chose. Mais finalement, on propose quoi pour sortir de cette situation? Quand j'écoute Gérard Elangema, certainement pour lui, la meilleure idée aurait été d'aller à l'élection présidentielle. En voie dispersée. Voilà, en voie dispersée et peut-être, pourquoi pas, remporter cette élection. La solution de Gérard Elangema... C'est pas exclu quand même. Non, vous savez, Gérard Elangema, c'est un agitateur politique. Il est de la même trempe que Pierre Claver Maranga Moussabou. Avec la seule différence que Maranga Moussabou... Mais ils ont des points de vue similaires quand même sur la question de... Mais je vous dis, je connais tous les acteurs politiques étatiques gabonais. Il n'y a pas un seul que je ne connais pas. J'ai 33 ans d'apprentissage démocratique. De 1990 à maintenant, ça me fait 33 ans. Gérard Elangema est pareil comme les autres acteurs politiques. Il n'a jamais été même élu conseiller municipal. Plus de 30 ans que Gérard Elangema est dans la macroscopie politique. Un simple élu, il n'en a pas. Non, mais son parti politique a quand même... Je dis bien lui-même. Moi, je parle de lui-même. Vous savez, quand vous êtes un leader, le rôle de formation politique, c'est local. C'est de concourir à l'expression du suffrage. Puisque vous voulez avoir le suffrage, le pouvoir suprême. Donc vous compétissez. À toutes les compétitions, il a toujours échoué. Ça, c'est un fait. Pierre Claver Maranga Moussabou, il poursuit son rêve d'enfance de devenir président de la République du Gabon. Ce rêve, il ne l'a jamais réalisé. C'est grâce à un décret du chef de l'État, Ali Bongo Odiba, dont il traite de roi paresseux, qu'il est devenu vice-président de la République. Revenons-en au fait. Tout à l'heure, mon très cher frère parlait de la transition. Vous imaginez, des gens utilisent même des expressions alors qu'ils n'ont pas, justement, les conséquences qui se retrouvent derrière. C'est quoi une transition? Vous allez demander une transition à la fin d'un processus électoral. Le mandat du chef de l'État s'achève le 26. Le 26, c'est le jour du scrutin. Et on nous demande une transition. Mais la transition va se faire dans quel ordonnancement constitutionnel? Nous sommes dans les systèmes de démocratisation, où le peuple est le seul garant de la légitimité populaire. C'est le peuple qui vous permet d'avoir accès au levier de commande. Le mandat du chef de l'État finit le 26, on nous parle de la transition. Ils poursuivent la même supercherie électorale. Parce que ce sont les mêmes qui ont trompé Jean-Ping, qui se retrouvent de l'autre côté pour vouloir jouer le même jeu avec Odosa. Hier, lorsque le variant d'Nkembo, le vénérable Jean Yeguedo, que vous le cachiez. C'est un variant. C'est un peu trop dur, Thierry. Écoutez, c'est la réalité. C'est un peu trop dur quand même. Monsieur, je vous dis, nous sommes là, les auditeurs nous en tout cas, c'est vous qui le dites. Nous devons dire, je suis responsable de mes propos et je lui dis des choses de manière crue. Nous avons bien vu le discours de Jean Yeguedo au décès du chef de l'État. Il a dit, le père nous a châtiés avec le fouet, le fils va nous châtier avec les scorpions. Et il était premier ministre, chef du gouvernement. Jean Yeguedo. Les gens ont cru en sa probité, en son éthique, à sa morale. J'étais le seul, moi, David Berakouma, à dire que je connais Jean Yeguedo. C'est quelqu'un qui se caractérise comme les autres par des galipettes politiques. Et il entraînait tout le monde en bateau comme ça. Jean Yeguedo, au moment où nous sortions justement de cette prétendue ou présumée victoire de Jean-Ping Okoka, ils avaient toute la classe politique réunie dans l'opposition. Et Jean-Ping Okoka, disons Jean Yeguedo, a boycotté le processus. Et je le disais que Jean Yeguedo jouait le jeu du pouvoir.
Ce qui a permis au Parti démocratique gabonais de conforter sa position hégémonique, d'avoir pratiquement une chambre unilatérale, donc le Sénat, l'Assemblée, complètement acquis au Parti démocratique. Monocolore. Et ce sont encore aujourd'hui qui disent que le Parti démocratique gabonais vote de loi unique. Mais le véritable pouvoir, c'est que ces gens n'arrivent pas à comprendre. C'est que le véritable pouvoir, il est à l'Assemblée nationale. Parce qu'une fois vous avez le plus grand nombre des élus à l'Assemblée nationale, vous avez la possibilité d'avoir le Premier ministre chef du gouvernement, et vous avez justement la capacité de contrôler l'action du gouvernement. Vous imaginez un peu le pouvoir. Est-ce que vous croyez que c'est réaliste une cohabitation? Le chef de l'État également peut demander, et d'ailleurs je pense que c'est la vision d'alternance 2023. On a la tête, même si on n'a pas la santé nationale, on la dissout. Je vais vous faire la démonstration. Ce sont les rêveurs. Non seulement ça ne sera jamais président de la République, mais en plus... Vous basez sur quoi? On voit quand même cette mobilisation et ce ralliement là de la société civile. Toute cette mobilisation, ce ralliement, je vous dis que ce sont des esprigueries, des tartufferies. Parce que ce qu'ils auront dû faire depuis le départ, c'est d'envoyer les gens s'inscrire sur les listes électorales. Ce travail-là, les gens ne l'ont pas fait. Parce que les gens s'inscrivent sur les listes électorales en fonction de la personne qui est candidate. Moi, je suis bien, monsieur, comment on l'appelle? Serge Aloum. Je suis membre du Parti démocratique gabonais, mais j'ai beaucoup de respect pour cet acteur politique, qui fait un travail assez important. Imaginez ces gens-là, ils imaginent un scénario où Jean-Rémy Yama, qui est un acteur politique syndical comme moi, où on pose sa candidature comme député pour le sortir justement des bails des gens de la prison, où il est toujours en détention préventive et personne ne fait même cas de cet acteur politique qui a soutenu les fonctionnaires que nous sommes. Personne ne fait cas. Il est engagé dans un processus où on veut faire de lui les députés. Le lendemain, on dit non, on met tout à plat pour soutenir un présumé Ndosa qui ne sera jamais président de la République. Alors que ce qu'ils auraient dû faire, en toute âme et conscience, c'était de soutenir Baro Chambrier qui avait déjà une longueur d'avance sur eux. Pour avoir sillonné le Gabon déjà à 3 reprises. Mbabé Solo, à l'époque, en 1993, je vous dis pour avoir les résultats qu'il avait obtenus, avec toujours cette métamorphose là où les gens disent qu'il avait gagné les élections, Mbabé Solo a fait 9 fois le tour du Gabon. J'ai dit bien 9 fois. Pierre Mamboundou, pour avoir les résultats qu'il a, il a fait pratiquement 4 à 5 fois le tour du Gabon. Jean-Pingo Koka a préparé l'élection présidentielle pendant 2 ans. Idem pour André Baobab aussi. Idem pour André Baobab. Et ces gens-là ont avait des appareillages politiques. Mais quelqu'un sort de nulle part, ils sabotent. En fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Baro Chambrier, qui est candidat à l'élection présidentielle, il est engagé avec ses députés. Paulette Missambo, qui est candidat à l'élection présidentielle, est engagé avec ses députés. Donc le meilleur choix aurait été celui de choisir entre Baro Chambrier et Paulette Missambo. Cela aurait minimisé le risque. À savoir que s'ils ne gagnent pas l'élection présidentielle, ils auront au moins des élus, des députés à l'Assemblée nationale. À l'époque, mon frère le disait, que l'opposition n'a jamais eu la majorité à l'Assemblée nationale. Mais l'opposition n'a pas eu la majorité à l'Assemblée nationale parce que Paul Mbabé Solo avait boycotté le processus pour ne pas faire en sorte que le PDG n'ait pas la majorité. Alors Serge Aloum, vous partagez l'avis de Thierry Essam. Lui, pour lui, c'est la mauvaise option. Il fait des propositions, comme vous venez à peine de le dire, qu'il faut proposer pour lui. Le choix d'un candidat consensuel, c'est le risque, quasiment le grand risque de se retrouver à nouveau avec une Assemblée nationale monocolore et un chef de l'État qui serait déjà vainqueur d'avance. Mais vous savez, moi, le plus souvent, quand j'aborde des sujets qui concernent le pays, je suis à la chair de poule en fait. Parce que je me dis, en tant que patriote, quand on parle d'un pays, lorsque tu aimes le vert, jaune, bleu, normalement tu dois te sentir frustré et même parfois, je ne sais pas dans quel état, mais c'est quand même ton pays. C'est quand même notre pays. Est-ce que les gens ont conscience qu'il s'agit de notre pays? Est-ce que les gens ont conscience que lorsque on se moque d'un Gabonais, on se moque du pays? Est-ce que les gens prennent 2 minutes pour réfléchir? Vous voyez, lorsque la jeune fille qui a été assassinée en Turquie,
L'image a fait le tour. Dina. Il y avait un Ivoirien qui a attaqué les Gabonais. Bob Lee, on ne va pas le citer. J'ai apprécié la réaction nationale. On n'a pas parlé d'ethnie. On n'a pas parlé de région. On a défendu le vert, jaune, bleu. C'est du patriotisme. Moi, je veux ouvrir cette fenêtre pour demander à mon frère Thierry, lui qui a la chance de côtoyer le milieu du PDG. Est-ce que honnêtement, dans notre pays, à l'état actuel des choses, avec les multiples violations de la loi fondamentale, qui fait du Gabon un pays avec un niveau de honte qu'on ne peut plus qualifier, est-ce que vous pouvez vous sentir fier en Côte d'Ivoire, au Sénégal, face à vous, d'autres intellectuels, et se présenter avec fierté que je suis Gabonais, intellectuel Gabonais, lorsque tu défends tes systèmes? Est-ce que quelqu'un est capable de faire ça? Lorsqu'on vous dit qu'à 2 semaines de l'élection, on a une révision constitutionnelle, une modification de la loi. Mais enfin, il faut être en brousse pour prendre de telles décisions. Et ils le font devant et aux yeux de tous. Et c'est ce qui fait la honte. Monsieur Abogué est là, qui était un magistrat hors hiérarchie. Est-ce que vous pensez que moi je peux aller dans un pays africain comme au Ghana et machin et dire Gérard est là, et Gérard Abogué est là, est un frère gabonais, un intellectuel de haut niveau? Moi j'aurais souhaité que ce monsieur soit un cultivateur à OIM pour faire la banane, parce qu'il s'est trompé de discipline. Vous voyez, on parle de notre pays. Moi j'ai l'habitude de dire, moi je ne parle jamais d'ethnie de région. Moi je dis, quand un Gabonais est compétent, il faut reconnaître. Il y a des choses que je partage avec le frère. D'accord. N'oubliez pas de réagir aux euros. Pour vous qui nous suivez, hein, vous êtes bien sûr sur votre émission à vous l'antenne. Réagissez aux euros 66 15 69 75. 066 15 69 75. Et pour ceux qui ont peut-être des numéros RTL, vous pouvez également réagir sur le 077 94 0033. 077 94 0033, donc je vais réitérer, 066 15 69 75 et le 077 94 0033. Alors une question. Moi j'allais citer, si vous me permettez, j'allais citer justement, c'était, je terminais en disant, moi-même je suis un acteur politique, un vrai acteur politique. Je suis dans les milieux politiques depuis. Un vrai. On revient sur la notion. C'est comme si on entendait Albert Rondo, ça, un Gabonais normal. Un Gabonais normal. Qu'est-ce qu'on entend par un vrai? Je vais enlever vrai pour ne pas que ça crée des polémiques. Je dis, je suis un acteur politique averti. D'accord. J'ai côtoyé les milieux politiques depuis. Absolument. Moi, j'étais candidat aux élections législatives, aux sorties des élections justement 2016. J'étais au compte de l'opposition. ERHM version Hugues Alexandre Barreau Chambelier. D'accord. Je suis allé au second tour face au PDG. Je vais vous donner une information que vous n'avez pas. Dans un pays normal qui se respecte, on ne peut pas prendre les unes et aller proclamer ailleurs. Ça a été fait par un PDGiste, ministre de son État. Et moi, je suis allé au second tour par la volonté personnelle du Parti démocratique gabonais. Comment dans ces conditions, vous pouvez imaginer un seul instant que l'opposition puisse rêver d'une certaine majorité à l'Assemblée nationale? Pour avoir une majorité, il faut dans un premier temps améliorer les conditions d'organisation, respecter la transparence électorale. Ce n'est qu'en ce moment je peux compétir contre mon frère Thierry Sam et voir qui parmi nous est le mieux placé pour remporter l'élection. Aussi longtemps que notre système gardera toujours les mêmes problèmes. Donc tout est biaisé en fait, tout est biaisé. Je vous assure que moi-même j'étais acteur. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. J'ai dit quelqu'un a pris les unes. Il est allé à Koulamoutou, il a déclaré ses propres résultats et il a voyagé. Vous pensez que c'est un pays, ça? Mais sérieux, moi je vais vous trouver un contre-exemple. Hein, avec le même système électoral. Et Claudio, c'était un instituteur. Il était à l'UPG, l'Union du peuple gabonais. Et j'étais même là. Et à cette époque-là, voilà, Claudio avait pour candidat Akerera Sinkina, le mari de Ndou,
le mari de Kézé, le général. Le patron de Fama Gabon. Patron de Fama Gabon. Multimilliardaire. Claudio a battu Akere avec 1 million de francs CFA. De campagne que Mamboundou lui avait donné à l'UPG. J'étais dans son avec le même système électoral. Et vous avez fait sa campagne. J'étais dans son stade. Comment Claudio avait fait avec le même système électoral pour battre un multimilliardaire. Non, attendez, tout à l'heure vous avez... Je vous amène des exemples. Akere, honteux, au 4e arrondissement, ne s'est pas arrêté là. Il a voulu prouver à Claudio qu'il avait des relations. Et il a fait intervenir ces relations. La Cour constitutionnelle a invalidé la candidature de Claudio. Vous le savez très bien que c'est la réalité. Ils sont allés à une nouvelle élection. Claudio a dit, même si on fait autant d'élections, je battrai ce monsieur-là avec 5 milliards. Parce que je suis un homme du terrain. Fils de Mapan, fils de prolétaire. Ils ont refait l'élection. Mamboundou, de connivence avec le pouvoir, a dit à Claudio qu'il n'avait plus les 1 million pour lui donner pour faire la campagne. Claudio allait à l'élection avec 500 000 francs. Il a battu Akere. Claudio est quitté d'instituteur à député à l'Assemblée nationale. Et sa voix était audible. Je vous prends un autre exemple. Une sexagénaire octogénaire, prétendue être une commerçante sortie de nulle part. 3e arrondissement. Et je ne sais quel commerce spatial. 3e arrondissement. Parce que Mamboundou avait des petits démêlés avec Jean-Boniface Sassé. Mamboundou a dit, bon, je vais donner une correction à Jean-Boniface Sassé. Je demande à l'ensemble de mes militants d'aller s'inscrire au 3e arrondissement de la commune de Libreville. En une semaine, il y avait eu plus de 6 000 électeurs. Le corpus électoral avait flambé. Le jour du scrutin, Mamboundou est allé à sa zone traditionnelle en Ndéndé, où il régnait en monarque. C'était impossible de battre Mamboundou en Ndéndé. Moi, j'étais là-bas en Ndéndé. Pour tenter de minimiser les risques. Mamboundou ne faisait pas la campagne en Ndéndé. Il fait un meeting d'ouverture, un meeting de clôture. Mamboundou a déjà gagné l'élection. Tout le monde était acquis à Mamboundou. Même certains pédigistes. Parce que Mamboundou représentait une certaine fierté de l'Assemblée nationale. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la fierté. Mais la fierté, mon frère, elle ne se décrète pas. La fierté dépend justement de votre capacité de pouvoir convaincre les gens. La fierté dépend de votre éthique, de votre morale, de votre probité. Oh, les acteurs politiques de l'opposition se baladent partout à tout le monde de doctrine. Et ils ont perdu toute crédibilité. Lorsque vous voyez Ondosa faire des critiques aussi acerbes contre le pouvoir qui a fait de lui un ministre, il est bien vrai qu'il est brillant. Il a dit que c'était un deal avec le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Omar Bongo. Il avait déjà dit lors de sa précédente candidature à l'élection présidentielle, qui n'est pas pédégiste, il avait un deal avec le président Bongo. Mais je vous le dis, mais le deal consistait à quoi? Ondosa, ce n'est pas un fait personnel. Tout le monde reconnaît qu'Ondosa est un brillant économiste. Ça, c'est un fait avéré. Personne ne peut remettre en cause les compétences d'Ondosa en matière d'économie. Il n'y a personne. Mais Ondosa ne peut pas dire qu'il est un bon politicien. Ce n'est pas possible. Ondosa, je vous dis, c'est quelqu'un qui est très égoïste, qui est imbu de sa personne. Ondosa aurait accepté de faire le sacrifice en faveur de Baro Chambou ou de Poulet Nsambou. Pourquoi? Je vais vous dire. Actuellement, vous avez 7 députés du Parti démocratique gabonais qui sont candidats uniques. Je ne sais même pas si nos auditeurs qui nous suivent le savent. Vous avez Malika Bongo Ndiba, elle est candidate unique à Bongoville. Vous avez Faustin Boukoubi, il est candidat unique à Koulamoutou. Vous avez Apana. Vous avez Blaise Lembe, qui est candidat unique. Vous avez Jean-Pierre Oyiba, qui est candidat unique. Vous avez Biyi Binze, qui est candidat unique. Vous avez le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, qui est d'ailleurs sénateur, qui est candidat engagé dans un processus électoral pour l'élection législative. Candidat unique. Donc vous avez déjà 6 députés du Parti démocratique élus, avec les réserves de voix, en faveur du chef de l'État. Parce que ce que les gens ils doivent savoir, c'est que lorsque ces députés-là vont être élus, s'il y a 10 000 voix en faveur de Malika Bongo, ça lui fait 10 000 voix en faveur du chef de l'État. Où est-ce que vous avez trouvé toute cette banque électorale
pour pouvoir faire la différence pour battre le Parti démocratique gabonais. Bah alors, vous le ferez comment? Bah encore que même en tant que candidat unique, hein, les populations peuvent décider, elles, de peut-être s'abstenir. Ouais. Si elles ne trouvent pas le candidat de leur choix, si elles estiment qu'il n'y a pas Ondorsa, il n'y a pas Barreau Chambrier, il n'y a rien de tout ça. Bon, nous, bulletin blanc ou nul. Mais vous savez, sans cela que c'est intéressant. On est député, mais mal élu, mais quand même élu. Sans cela que c'est important. Votre émission de pouvoir éclairer l'opinion. La lanterne d'un certain nombre d'électeurs qui ne comprennent pas grand-chose du processus électoral enclenché. Et comme lui le disait d'ailleurs. Mais ce processus électoral a été enclenché avec qui? Avec la complicité de PG41. Lui, Gaston Maïla. Un manipulateur de conscience comme ça. Ils sont allés à un dialogue pour demander au chef de l'État de nommer les sénateurs. Mais mon frère, quand même, nommer les sénateurs par le chef de l'État, à parité. Or, il y a le principe qui a été énoncé par Montesquieu, le principe de la séparation du pouvoir, pour éviter d'arriver à des dirigeants autoritaires. Le dialogue d'Angodje, vous parlez du dialogue Non, le dialogue récemment là. Ben, le dialogue, la dernière concertation. Monsieur, la dernière concertation, c'était une proposition du PDG. Non, écoutez, la dernière concertation, mais je vous dis, nous suivons l'actualité. La dernière concertation, ils sont allés au ministère de la Défense. Oui, ça s'est passé. Avec au chef de délégation, le docteur Akouré. Oui. Voilà un individu qui s'est grillé complètement, inutilement. Mais pourquoi? Mais parce que d'un parti politique. Lorsqu'il est allé au dialogue, écoutez, quel parti politique? Démocrate libre. Vous voulez que j'en rie? Vous imaginez un peu le niveau, le niveau de confiance que cet acteur a suscité auprès des populations, le docteur Akouré. Mais c'est quelqu'un, lorsqu'il parlait à l'Assemblée nationale, les gens avaient une certaine envie d'écouter les débats contradictoires à l'Assemblée nationale. Quand bien même cette chambre était monocolore. Mais vous avez vu comment il a terminé. Parce qu'il allait au dialogue sans tenir compte de tout ce que lui, il était en train de parler. Vous allez au dialogue, mais il faut rechercher les instruments de la transparence électorale. C'est aussi simple que ça. Il faut chercher les instruments de connectivité de données pour que nous arrivions à des résultats qui ne puissent pas être manipulés ou falsifiés, comme lui le disait. Mais est-ce que toutes ces normes-là ont été respectées? Ils sont allés prêcher pour leur propre chapitre. Ils sont allés prêcher pour être sénateurs parce que la réalité, c'est qu'ils se sont partagés le poste d'être sénateur. Or, le principe de la séparation du pouvoir, je dis que le pouvoir exécutif ne doit pas interférer dans le pouvoir judiciaire. Dans le pouvoir législatif également. C'est le principe strictement de la séparation du pouvoir. Mais dès lors qu'ils ont accepté d'être nommés sénateurs à parité, ça veut dire que si le président doit nommer 20 sénateurs, l'opposition a 10 et le PDG a 10. Or, ce n'était pas le cas par le passé lorsque le président nommait les sénateurs. Effectivement. Et Maïla était dedans avec le docteur Akouré. Et puis ce Nguébéjui. Et curieusement, ils sont candidats nulle part. Imaginez. Un processus électoral qui a été enclenché par eux. Et lui, il a dit, moi, même en tant que PDG, j'avais déjà dénoncé cela. Je dis, vous ne pouvez pas aller dans un dialogue sans réclamer les instruments de la transparence électorale. Parce que c'est la transparence électorale, justement, qui vous met dans des conditions d'égale compétitivité. De telle sorte que le meilleur puisse émerger, le meilleur puisse gagner. Tout à l'heure, vous avez dit que votre adversaire a ramassé le jeune. Et il est parti avec. Et c'est comme ça dans notre pays. Donc, à vous entendre, l'opposition, aujourd'hui, serait à l'origine de son propre malheur. Mais tout à fait. C'est ce que Thierry, Monsieur Essam est en train de dire. Serge Aloum, est-ce que tu partages un peu ce point de vue que l'opposition aurait dû quand même chercher les éléments de transparence. Et d'ailleurs même, je pense que cet appel à une concertation politique, c'était même la base, le fondement. Parce que dans les différents partis politiques de l'opposition, il y a eu des critiques. Je me souviens que Pierre Claver-Manganga Moussavou disait que c'était en quelque sorte un recul démocratique. Quand même, aujourd'hui, est-ce que l'opposition est victime de ses propres turpitudes, d'être allé à l'élection, à la concertation, sans pourtant insister sur les éléments de transparence électorale? Excusez-moi, excusez-moi 2 minutes. Lorsque l'opposition allait, ils ont opté pour le bulletin unique. C'est à travers leur bulletin unique que le Parti démocratique gabonais les a débutés. Alors que ça a été contesté par... Voilà. Non, mais c'est ça que je vous dis. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais proposé le... Moi, je vais vous expliquer. C'est leur proposition du bulletin unique.
à travers leur bulletin unique, ils ont été trompés. Par les mêmes gens qui étaient avec eux au dialogue. L'opposition a réduit le temps de campagne électorale. Ce qui est curieux. En 2 semaines, vous devez parcourir 267 667 km². Avec toutes les difficultés sur les routes, les infrastructures routières, sur les infrastructures fluviales. Il faut trouver le pont pour aller chez moi en Dangui là-bas pour aller sensibiliser quelqu'un. Ali Bongo Oniba a des avions. Il a les Falcons présidentiels et il a des hélicoptères. Il peut facilement faire sa campagne en 2 semaines. Ce n'est pas le cas pour l'opposition. Mais c'est eux-mêmes qui ont réduit le temps des campagnes. Curieusement. Et c'est encore eux qui réduisent le temps d'inscription sur les listes électorales. Et c'est même cette même opposition avec le parti au pouvoir. Et qui a fait, c'est que lui il a dit, une entorse à la loi. Parce que la loi dit quoi? Que on ne modifie pas le code électoral pendant le processus électoral, mais pendant la période électorale. Mais pourtant, ils se sont arrangés pour modifier le code électoral en plein processus. C'est une entorse à la Alors non, on n'était pas encore dans le processus lorsqu'il y a eu la concertation. Et puis encore... C'est 1 an avant l'élection, on ne modifie pas le code électoral. Ça, c'est ce qui est dit. C'est la loi. D'ailleurs, personne ne savait que cette élection, il y avait un gros flou dessus, que cette élection aurait lieu en 2023. Il n'y a pas de flou, il faut respecter justement les normes constitutionnelles. Et déjà l'opposition, en ce qui concerne, j'ai vu la réaction de l'Union nationale. Moi, j'étais au cœur même de cette concertation parce que j'ai pris part à l'ouverture et à la clôture. Je sais que dans les conclusions de cette concertation, il était inscrit nulle part qu'il fallait les propositions qui avaient été validées par le chef de l'État, qui devaient être traduites en loi. Et c'est ce qui a été fait. Nulle part il était inscrit qu'il fallait un bulletin unique. Je pense peut-être que c'était une proposition. Non, l'opposition avait fait la proposition du bulletin unique. Mais ça n'avait pas. Non. Est-ce que ça avait été validé? Le bulletin unique, mais pas dans la forme actuelle. Voilà. Là, parce qu'il faut qu'on soit clair, qu'on dise les vérités. Et ils ont modélé à leur manière. Mais tout à fait. Mais attendez. Vous ouvrez les brèches. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils corrigent. C'est encore l'opposition qui a réduit justement la caution électorale. Du chef de l'État qui était à 50 millions, on a réduit à 10 millions. Ce qui nous a permis d'avoir toute cette pléthore de candidatures à faible impact sociologique. Et chacun fait son numéro. Il a vite fait de trouver 10 millions pour venir être candidat. Est-ce que c'est ce qu'on veut la réalité, mon très cher frère? Alors, Serge Aloum, à vous la parole. Rappelons tout simplement, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez, hein, nous allons l'émission c'est 1h30 aujourd'hui, juste au technicien à la régie. 1h30 aujourd'hui, hein, parce que vendredi, votre émission est diffusée le lundi, le mercredi et le vendredi. Mais pour les questions techniques, vendredi, vous n'allez pas avoir votre émission, elle sera ramenée donc à jeudi, 1h30 d'émission. Alors, vous avez le 066 15 69 75. Sur le plateau, je rappelle, je suis en compagnie de David et Sam et Serge Aloum. Serge Aloum, alors, Thierry plante le décor, l'opposition ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes, quoi qu'on fasse, parce que tout à l'heure, vous avez dit que le choix d'alternance 2023, de ne pas aller aux législatives, de ne privilégier que l'élection, la présidentielle, ce sont ces partis politiques de l'opposition qui avaient contribué justement à modeler ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de souci dans la transparence électorale. Moi, je pense que déjà, quand on parle le plus souvent de l'opposition, il faut souvent séparer les acteurs de l'opposition et l'opposition. Tout à fait. Donc, moi, je partage avec M. Thierry et Sam cet aspect-là. Les acteurs causent problème. Et d'ailleurs, de deux camps. De toute façon. Mais l'opposition existe. C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne cesse de rappeler que lorsque l'élite montre la direction, le peuple suit. Donc, le véritable problème dans notre pays, c'est l'élite qui cause problème. Et d'ailleurs, même le président sénégalais, l'ancien président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, avait dit de ce machin que le véritable problème, le phénomène en Afrique, le danger pour les Africains, c'était les cliquets et les intellectuels. Donc, pour établir le parallèle, comme quoi les cliquets, c'était un mal qui dévastait les plantations, et il essaie de faire le parallèle avec le caractère nuisible des intellectuels. Justement, c'est pour
abordé dans le même sens en disant les intellectuels. Donc, l'élite cause problème. Alors, donc, au fur et à mesure que l'élite essaye de se retrouver dans des situations compliquées, ils perdent la crédibilité et ça cause problème. Mais cela n'enlève en rien le fait que lorsque vous êtes nommé à la tête d'une institution qui est au service de la République, vous avez la responsabilité de respecter la loi. Or, ça n'a rien à voir avec l'opposition et la majorité, lorsque vous ne respectez pas la loi. Le problème qui nous embête ici, c'est que les gens qui sont à la tête des institutions ont confondu le rôle qu'ils ont à jouer et au rôle que le Parti démocratique gabonais est censé jouer. Et donc, la confusion nous amène à ce niveau-là. Alors, quand on parle de procédure, et d'ailleurs même je reviens rapidement sur ce que mon frère, parce que je connais bien le dossier, j'étais dans la direction de campagne de M. Nzinga Dello, le défunt. Je pense qu'il est décédé. Il était professeur d'EPS parce qu'il était au lycée public Stanislas Bungenza de Lastoville. Alors, vous savez, il y a des conventions politiques au sommet de l'État. Lorsque vous avez remarqué que la plupart des députés de Pierre Mamboundou étaient en compétition, ils ont fait plusieurs tours à cette élection-là. D'abord, vous avez Nzinga Dello, qui a eu plusieurs fois les tours. Il y avait la dame qui était opposée à Jean-Boniface Assélé, qui a fait aussi 2 tours. Vous avez opposé à Alice Lamou aussi, je crois que à Port-Gentil, à Gamba. À Gamba. Et vous avez vu aussi Landry Bongo, qui était aussi opposé à un autre candidat, Komba Lekambo. Ils ont fait plusieurs tours. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Et il est devenu député quand même. Parce que ce qui s'est passé, c'est Omar Bongo qui est obligé d'arbitrer. Pourquoi? Parce que c'est un acteur politique connu comme Pierre Mamboundou. Il dit, mais enfin, vous êtes parti au premier tour, on vous bat. Deuxième tour, on vous bat. Vous voulez quand même que je triche. Vous voyez la gravité du problème. Ce qu'on demande d'un chef d'État, d'arbitrer. Non, de tricher. Parce que quand tu sais que tu as débattu, ça tu demandes à un chef d'État de tricher pour toi. Ça veut dire que même avec 4 députés, les PDG voulaient quand même que le président triche pour eux. Est-ce que vous comprenez la gravité du problème? C'est là où se situe le problème. Ça veut dire, nous sommes dans un pays où, M. Thierry et Sam et moi, nous sommes tous d'accord. Dans ce personne ne respecte la fonction de ce pays. Vous êtes un communicateur, je vais prendre un exemple sur le domaine. J'appartiens à ce domaine. Vous êtes un communicateur, vous savez, la publicité est réservée aux médias privés. C'est ce qui est censé booster le secteur privé. Tout à fait. On envoie les publicités aux médias publics. 1 milliard et poussière par an. Ça, donc, appauvrit les médias privés. Et, par conséquent, on ne vous paye pas, on ne paye pas les techniciens. Bon, ils sont obligés d'aller chercher le gombo dans les reportages. On appelle ça de la pauvreté volontaire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se lèvent le matin et décident de vous appauvrir pour qu'à chaque fois, vous allez toujours chercher le gombo. Or, on peut fonctionner comme en Côte d'Ivoire. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous voyez la multitude des chaînes privées. Et regardez la forme des journalistes dans les chaînes privées. Tu vois le gars, tu sens qu'il est mignon. Tu sens qu'il a de l'argent, qu'il vit bien. Tu vas au Sénégal, tu vois les chaînes privées. Tu sens que le gars, il est mignon. Tu sens qu'il va bien. Prends les chaînes privées au Gabon. Et regarde la bouille des gars qui travaillent. Mais tu sens qu'ils n'ont pas le moyen. Donc, la pauvreté chez nous est volontaire. C'est planifié. Donc, le véritable problème chez nous, c'est qu'on doit se battre. Pas parce que M. Thierry Sam est PDG et moi de l'opposition. Non, on doit se battre pour que notre pays ne soit plus la risée de tout le monde. Pour qu'on ne se moque pas du Gabon. Parce que c'est un PDG qui a décidé, en fait, quand Abogué est là, annule l'élection, alors qu'il sait que tel a gagné. Ce n'est pas lui. Il ne fait pas du mal à sa famille. C'est à la République qu'il lui rend un mauvais service. Lorsque le ministre de l'Intérieur, à l'époque, il vient déclarer à la télé qu'autant, aussi longtemps que c'est un ministre de l'Intérieur, aucun opposant ne va gagner. En fait, c'est que j'ai des bêtises. Vous envoyez une telle information aux autres, comment voulez-vous qu'on puisse nous respecter? Quand un ministre en fonction, il déclare comme ça quelque chose qui est interdit. Moi, quand je parle des problèmes du Gabon, j'ai la chaîne depuis parce que la médiocrité me rend bête. Tu vois, le fait de vivre dans un environnement où les gens sont presque, qui sont censés être intellectuels, bien, ils te rendent bête. Parce que tu veux prendre les gens comme une référence. On te dit que le gars, il est master 2. Il est censé être une référence. Mais le gars, il est plus nul que toi. Donc, tu ne sais plus chez qui aller prendre la bonne information. Comment un ministre en fonction va déclarer qu'aussi longtemps que je serai ministre, personne ne va gagner. C'est son ministère.
Il est où maintenant? Donc c'est ce qui nous rend... Voilà, mais c'est ce qui nous rend bien juste. Et il est en campagne et c'est quelqu'un d'autre qui doit valider son élection. Imagine que c'est ça le problème. C'est ça qui... Mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr Renaissance. Cet après-midi, Thierry Essam et Serge Aloum. Alors, nous allons aborder un autre pan de du conducteur. Il s'agit justement du vol. Hein. Ça a fusé sur les réseaux. L'information est devenue virale. On a vu le président d'Alternance 2023 avec toute son équipe bloqué à l'aéroport, comme quoi il n'aurait pas pu décoller faute d'autorisation. Et ils ont donc d'ailleurs, cela a d'ailleurs entravé un peu leur programme de campagne. L'information a fusé, tout le monde l'a vu sur les réseaux sociaux. On parle au conditionnel quand même parce que on n'a pas vérifié sur l'origine. Une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas pu décoller de Libreville pour aller à Franceville et à Koulamoutou. Les attendaient d'ailleurs déjà leurs équipes. Qu'est-ce qui a pu justifier, selon ces derniers, leur pilote ou l'équipe justement n'a pas eu les autorisations pour décoller. Et d'ailleurs, nous allons en parler également, décrypter tout ceci. Dans un autre temps, Gérard Elangema, au cours de sa déclaration aujourd'hui, a fait des observations en ce qui concerne le franc électoral. Il estimerait que le Parti démocratique gabonais aurait joué sur cela, parce que à moins de 3 ou 4 jours de la présidentielle, les partis politiques n'ont toujours pas eu le franc électoral. D'ailleurs, nous allons écouter cette partie-là de Gérard Elangema. C'est au cours de sa déclaration d'aujourd'hui. Voici. Que la campagne électorale actuelle n'a pas été équitable pour tous les candidats à la présidentielle. Chaque Gabonais a pu observer que le candidat du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo, a effectué et continue à effectuer sa campagne avec l'argent public, avec le matériel roulant de l'État, avions et voitures. Tous les candidats ont pu observer que sans gêne aucune, ce dernier a confisqué presque tous les espaces publics pour quelqu'un qui prend l'égalité des chances. C'est vraiment dommage. Je voudrais aussi rappeler que le financement des campagnes électorales a fait l'objet d'une loi. Il est très étonnant qu'à 48 heures de la fin des campagnes, que ce soutien que l'État veut bien accorder aux candidats aux élections ne soit pas reversé aux ayants droit jusqu'à ce jour. Voilà, vous avez écouté Gérard Elangema, toujours égal à lui-même. Gérard Elangema qui vient quand même en soutien cette fois au dire du président d'Alternance 2023, parce que hier, le président, au cours de son point de presse à l'aéroport même, expliquant justement la situation, il disait qu'on nous empêche, nous qui utilisons nos moyens pour faire notre campagne, on nous empêche de nous mouvoir dans la ville. Pendant ce temps, le candidat de la majorité, lui, use des moyens de l'État pour pouvoir circuler. Et Gérard Elangema l'a dit d'ailleurs, lui qui réclame également le fonds électoral. Alors, comment vous analysez votre point de vue par rapport à cette situation, Monsieur Sam? Tout à l'heure d'entrée de jeu, je vous ai dit que Gérard Elangema, c'est un agitateur politique. Ils sont allés au dialogue à l'époque, l'une des conclusions de leur dialogue, faisant en sorte que tous les responsables des partis politiques qui n'ont pas des élus ne devront pas en réalité bénéficier de ce financement. Vous savez, une formation politique, c'est comme une entreprise. Et d'ailleurs, pour moi, ces formations politiques sont des entreprises individuelles. C'est des entreprises patrimoniales. Vous avez Pierre Claver Mangam Savo avec son PST, et c'est lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit de son parti. Vous avez Jean-Boniface Asselin, lorsque sa fille a tenté de vouloir mettre un certain nombre de réformes dans le parti, il a dit clairement que ce sont partis politiques. Et d'ailleurs, il a mis hors d'état de nuire cette fille-là qui voulait apporter un certain nombre de réformes pour donner un certain rayonnement au sein des libéraux opérateurs. Vous avez au Parti démocratique gabonais, c'est la même chose. Hein, c'est le parti des détenteurs exclusifs du pouvoir. Ce n'est que pour personne. Donc, les partis politiques doivent concourir à l'expression du suffrage. Et pour concourir à l'expression du suffrage, c'est comme des entreprises privées. Vous avez ce qu'on appelle l'autofinancement. Donc la capacité de votre formation politique de financer elle-même ses activités. Or, ces partis politiques
n'ont pas d'élus, n'ont pas de maires, n'ont pas de députés, n'ont pas de sénateurs. Donc pour Gérard Elangema, pour le Fonds patriotique gabonais de Gérard Elangema, je vous informe quand même qu'il a des élus. Non, il a des élus, il a des conseils, il a des conseils municipaux, départementaux. Il devrait bénéficier du Fonds électoral. Non, mais certainement qu'il devrait bénéficier, mais il y a également les quotas. Parce que pour bénéficier justement de ce fonds électoral aussi, il faut avoir investi des listes sur 5 provinces. Et c'est en cela qu'ils ont joué cette supercherie-là. Oui. Et ils ont pris plusieurs badauds dans les quartiers pour constituer des listes. Et ces gens-là ne savent pas qu'ils vont enrichir ces personnes-là. Parce qu'une fois ils ont couvert leur liste sur les 5 provinces, eh bien, ils attendent le fonds électoral. Or, vous êtes engagé dans une campagne électorale sans argent contre un candidat du parti et qui a toutes ses ressources financières, donc vous allez pratiquement perdre d'avance. Parce que non seulement la campagne était réduite, mais vous ne disposez pas de moyens pour pouvoir faire la campagne. Mais quand Dieu ne plaît, ce n'est pas le cas pour Pierre Claver Maranga Moussavou, qui est très fortuné et qui a des moyens aussi impressionnants que ceux du Parti démocratique gabonais. Nous avons vu à l'époque de Jean Pingo Koka, et Jean Pingo Koka a eu des moyens plus impressionnants même que les moyens d'Ali Bongo Liba. Il a fait une campagne à l'américaine. À l'américaine, vous avez vu le quartier général de Jean Pingo Koka, qui est resté fermé jusqu'à aujourd'hui, un immeuble qui peut lui rapporter pratiquement près de 150 millions si il mettait cet immeuble-là aux mains des privés. Donc, la campagne présidentielle, ce n'est pas un jeu, mon frère Ayoun. Il faut disposer d'un certain nombre de moyens. C'est pourquoi j'ai refusé, lorsqu'ils ont réduit la campagne, la caution de 50 millions à 10 millions. Non, il fallait même la faire monter à 100 millions. Ça n'aurait pas permis aux candidats comme Mwang Bading de se présenter quand même pour la campagne. Non, mais Mwang Bading... on l'attendait pas. Hein, non, Mwang Bading, on l'attendait pas à cette élection. Mais c'est quand même un acteur politique qui est resté constant. Constant, vraiment dans constant. Sa démarche d'une certaine opposition, avec une certaine éthique, avec une certaine morale. C'est quelqu'un dont j'ai beaucoup de respect. Avec Zachary Mibuto. Ils sont très cohérents et ils s'en tiennent à la loi. Ils sont très respectueux au code. Mais ce n'est pas le cas pour les autres formations politiques. Vous avez à l'époque Mabiala, lorsqu'il était engagé au processus électoral à Mouila. Je vous dis, moi j'ai fait la ville de Mouila, pratiquement l'ensemble du territoire, en campagne électorale. Vous ne pouvez pas gagner une élection au centre de Mouila si vous n'avez pas dépensé minimum 250-300 millions. Je vous dis, au centre de Mouila. Une causerie, vous avez des milliers de foules. Et ces foules-là, il faut les payer. Vous courez le risque de ne pas donner l'argent à cette foule à Mouila, vous êtes bastonnés. Votre maison est brûlée, saccagée. Ce qui fait qu'à Mouila, les gens ont développé cette culture de la richesse. Vous avez du job de Bouk Diding, 9 ans, vice-président de la République. Curieusement, aujourd'hui, il devient opposant. Dieu sait le sait. Vous avez Pierre quand même Maranga Moussavou, plusieurs fois ministre. Il a toujours été opposant pour lui. Non, Maranga a toujours été opposant. Mais Maranga même s'il a beaucoup de revirements quand même. Maranga se bat, c'est le PSD, avec le cercle des libéraux réformateurs, c'est les seules formations politiques qui sont restées, qui ont résisté à tous les soubresauts, qui ont été intentés contre eux par d'autres acteurs politiques étatiques. Ils sont restés debout. Vous avez vu Maranga Moussavou, il avait des élus nationaux. Il avait plein de députés. Il avait d'ailleurs rappelé la mise dans la commune de Mouila. Mais tout à fait. Même, la mairie de Mouila. Mais même à Nimongo, Maranga avait un député qui était Gladys Moulengi. Qui avait démissionné. Elle est passée à la soupe. Elle est passée à la soupe au Parti démocratique. Vous avez également dans la province de Logoué-Vino. Oui, il y a également un député qui est parti pour le Parti démocratique. Et lui aussi, il a démissionné. C'est quelqu'un qui n'avait rien, que Maranga a fabriqué de toutes pièces, jusqu'à être conseiller spécial du président Lénique. Et une fois élu au corps du PST, il est revenu au Parti démocratique gabonais. Nous, comme mon frère Youm, nous devons amener la classe politique à être de plus en plus morale. Et il faut que les populations arrivent à se débarrasser de tous ces acteurs politiques qui jouent un mauvais jeu. Qui arrive à tromper le peuple. D'accord, Serge Aloum, avant que tu ne reviennes, parce que tu n'as pas terminé, tu n'as pas abordé l'aspect justement de l'interdiction de vol du candidat à la coalition. Déjà sur le front électoral, comment tu trouves les propos de Gérard Elangema? Bon, moi je vais plutôt vous proposer une solution. Vous savez, comme il s'agit du pays, il faut parfois, en dehors des critiques, proposer. Si moi j'étais ministre de l'Intérieur, et d'ailleurs moi j'ai l'habitude de dire aux gens, quand
quand tu te rends compte que tu es incompétent, démissionne. Parce que ce n'est pas une façon de me jeter des fleurs. Mais si je suis à la place du ministre de l'Intérieur, même vous allez être fiers que le pays fonctionne. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je prends d'abord une décision que je propose au gouvernement pour que désormais, dans ce pays, quand tu as la carte nationale d'identité, tu as une autre carte nationale d'identité. Dans ta carte nationale d'identité, on doit préciser si tu appartiens à un parti politique. Si tu es PDG, on met Djirou Mafumbi PDG. Mais non, mais on peut changer à tout moment. Écoutez, justement, c'est pour éviter la transhumance politique. Nous sommes dans un pays de 2 millions d'habitants, il faut éviter d'être toujours dans des bêtises. Ensuite, on prend une carte, on dit Serge Aliou Moutinda, parti... disons les Républicains. Les Républicains, par exemple. Alors, la conséquence, c'est quoi? Puis nous sommes 2 millions. Et on nous dit 4 millions. Non seulement on va nous identifier, mais pour prendre cet engagement, tu dois réfléchir avant. Pourquoi? Parce que quand tu fais la démission, tu dois passer par plusieurs étapes pour passer à la démission. D'abord, les raisons. Ensuite, si tu démissionnes, c'est pour aller où? Si tu vas à la société, si tu vas à la société. Et on va mettre des lois pour que tu n'auras à démissionner que 2 fois. Ouais, des verrous. Parce que sinon, la conséquence, c'est qu'on t'arrête. On te considère désormais comme quelqu'un dangereux. Alors donc, rien que cette loi ou cette décision va éliminer 90% des partis politiques qui existent dans ce pays. Parce que quand vous regardez bien, les mêmes militants qui sont au PSD, c'est les mêmes militants que vous retrouvez dans plus de partis juste au PDG. Donc, il faut réduire. Vous allez vous rendre compte que même le PDG, qui se vend d'être le meilleur parti du pays, n'a pas de militants. Si on enlève, on vous dit, si vous êtes fonctionnaire, vous n'appartenez pas à un parti politique. C'est interdit. Dès que vous enlevez les fonctionnaires, le PDG n'a pas de militants. Fin de citation. Vous avez réglé le problème au Gabon. Si c'est ça, si c'est moi qui étais ministre de l'Intérieur, c'est ce que je veux faire. Mais ils ne peuvent pas le faire. 1, parce qu'ils ne sont pas compétents. 2, quand je dis c'est pas pour insulter, hein. Quand je dis ils ne sont pas compétents, c'est qu'ils n'ont pas la capacité de proposer. Et ils n'ont pas la capacité de respecter une telle proposition. Parce qu'à l'état actuel des choses, chacun veut manger. Personne ne se préoccupe du pays. Je vous dis, il y a des compétences dans ce pays. Mais c'est parce qu'on ne les met pas en avant. Et c'est ce que je dis d'habitude. Lorsque tu sens que tu ne peux pas faire quelque chose, il faut te retirer. La politique n'a rien à voir avec le cursus scolaire. La politique, c'est un problème personnel. Un politicien, un vrai, il est façonné par son environnement. Et il n'est pas éduqué dans une salle de classe. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Parce qu'un politicien qui est façonné par son environnement, il change la situation. Quelqu'un qui allait prendre les mécanismes à l'école, il ne change rien, il les applique. Est-ce que là, avec vos propositions, j'ai comme l'impression d'entendre quelqu'un qui disait, si moi j'étais ministre de l'Intérieur, j'aurais dit, lorsqu'on a participé à 2 élections présidentielles qu'on a échoué, on ne participe plus jamais, on est éliminé d'office, mettre des quotas. Est-ce que mais si vous avez 1% à une élection présidentielle, franchement, pourquoi on vous ramène alors? 1%, ça prouve que vous n'êtes pas compétent. Tout à fait. Ça prouve que vous n'avez pas l'aura. Ouais. Ça prouve que vous n'avez pas d'organisation. Ça prouve que vous n'avez pas travaillé. Et on peut travailler pour mieux faire. Je ne vous donne même pas la possibilité de venir 2 fois. Je dis, si vous avez moins de 5%, vous ne vous présentez plus jamais. Parce qu'on considère que vous êtes un blagueur. Vous êtes venu pour blaguer. Parce que quelqu'un qui ne blague pas une élection ne peut pas avoir 5%. Moi, j'ai participé à une élection pour la première fois, juste dans le second tour. Ouais. Là, je suis en compétition pour une autre élection. Je ne peux pas sortir avec moins de 5%. C'est impossible. Parce que je travaille. Vous avez vu, j'étais sur le terrain. Ce matin, je suis sur le terrain. Quand je quitte ce studio, je pars en causerie. Ouais. On travaille pour avoir des résultats. Quand tu as moins de 5%, moi je suis, tu ne reviens plus jamais. Mais ça, même nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Mais non, mais justement, c'est une règle démocratique. La démocratie vous permet de compétir. Ça ne vous permet pas de venir vous amuser. Dans la compétition, il y a des règles. Quand on joue un match de football, si tu attrapes le ballon avec la main, on siffle penalty. C'est pareil. On vous dit, vous allez compétir. Si tu as moins de 5%, tu ne reviens plus. C'est la loi. On t'écarte définitivement. C'est après 5 ans ou 10 ans qu'on t'autorise à revenir. Mais c'est ce qui permet un peu comme au baccalauréat, quand tu triches. Voilà. Quand tu triches sur tes sanctions de 5 ans, tu reviens dans 5 ans. Quelqu'un qui va en campagne, il est candidat. Il a 2 voix.
Et il vous représente au CGE au compte de l'opposition. Voilà. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est l'injure envers la démocratie. Et donc, c'est ce genre de bêtises-là qu'il faut arrêter. Parce qu'il faut éliminer tout ça pour ressortir les vrais talents qui sont cachés. Parce qu'ils empêchent les talents de s'exprimer. Et on a du mal à s'émouvoir parce qu'il y a des gens inutiles qui se retrouvent là. Quelqu'un, il a 2%. Chaque élection, il est toujours là. Pourquoi? Parce qu'ils entendent le fonds électoral. Voilà. Non, mais ça, il y a une, non pas seulement le fonds électoral. Parce que tout à l'heure, comme vous l'avez dit, moi, en 96, j'étais candidat indépendant, mais j'ai pu avoir 9%. Et les 9% là, j'ai pas pu terminer ma campagne. Parce qu'à chaque causerie, j'étais agressé par le parti au pouvoir actuel dont je fais partie, et par le cercle des libéraux réformateurs qui était justement également mon adversaire politique. Et tous ceux qui étaient candidats sur le même siège que moi, mais j'étais leur bête noire. Mais je n'avais pas d'argent. J'avais tout simplement un mégaphone et un micro. Donc, ce que nous devons faire, c'est comme vous le dites. Il faut arriver à crédibiliser les acteurs politiques. Bien sûr. Et la crédibilité de ces acteurs politiques passe par leur légitimation au pouvoir. La légitimation. Vous ne pouvez pas parcourir l'élection présidentielle à 5 reprises. Pierre-Claver Mangam Savo n'arrive jamais à 4% ou 5%. Il y a un problème. C'est qu'il y a un rejet. Et là, ils sont à l'image de ce que disait Pierre de Coubertin, que l'essentiel pour eux est de participer. Or, l'essentiel pour eux n'est pas seulement de participer, mais en plus, ils seront le premier à reconnaître la victoire d'Ali Bongo Ondimba. Pendant que les autres vont dire que non, Ali Bongo Ondimba a triché, eux ils seront les premiers à reconnaître cette victoire. Et après, on va aller dans la transhumance politique, comme il disait. Il faut créer les instruments d'un gouvernement de large consensus, d'un gouvernement d'union nationale, et ils ont vite fait de se retrouver ministres dans un gouvernement fantasmagorique où ils n'auront pour projet d'exécution que celui du Parti démocratique gabonais. Et une fois débarqué là-bas, ils repartent à l'opposition pour dire oh non, vous voyez bien que les choses n'ont pas marché, mais tu étais dans le gouvernement. Monsieur Ondossa, il y a le principe de la collégialité gouvernementale. Le principe justement de la responsabilité gouvernementale. Mais vous ne pouvez pas vous séparer de cette collégialité gouvernementale, devenir comme un singleton. Vous avez vu Moukani Wango, qu'est-ce qu'il est devenu? La solidarité gouvernementale. Pendant l'exercice de leur mandat, bon pas leur mandat, leur charge au sein du gouvernement, ils ne sont pas possibles. Ils sont protégés, ils jouissent de tous les privilèges inhérents à leur fonction. Et une fois débarqués, parce qu'on a pris un autre compatriote également, qu'on a mis à leur place, ils deviennent des opposants. Non, il faut que les choses arrivent à changer. Et pour que les choses arrivent à changer, il faut mettre, comme vous avez dit là, des mécanismes de démocratisation de base, arriver à une saine compétitivité électorale pour que les meilleurs émergent. Et pour que les meilleurs émergent, mais il faut créer des conditions. Un environnement débarrassé de toutes les oripeaux pour créer les instruments de la compétition. Et c'était l'objectif poursuivi par l'opposition. Aller rechercher les instruments de la transparence électorale. À la concertation, effectivement, ils sont allés pour le partage du gâteau. Aujourd'hui, ils sont les premiers plaignants. Non. Pire encore, ils avaient reçu quelques grisbilles. Ouais. Et certains se sont refait leur santé financière comme Maître Louis Gaston Maïla. Voilà un acteur politique qui change de veste à tout moment. Maître Louis Gaston Maïla n'a pas besoin de se faire. Non, mais écoutez, on a vu, lorsqu'un orage avait ravagé sa maison, il est passé à la télé en train de pleurnicher. Mais ouais. Supplier le chef de l'État de réparer sa toiture. Non, mais nous savons qu'il est à l'abri du besoin. Non, mais écoutez, vous savez, ces gens-là ont des milliards, mais ils ont vécu l'époque de ces milliards-là. Nombreux sont fauchés. Vous les voyez là, ils font semblant d'être opulents. Ils ont perdu leur fortune dans des activités factices. Alors, messieurs. Non, excusez-moi, vous avez parlé justement pour... effectivement, voilà, Alternance 2023 n'a pas pu rallier Franceville, Lastroville et Koulamoutou. Selon ces derniers, leur pilote, leur avion n'a pas eu d'autorisation de décoller. Et d'ailleurs, ils ont dit qu'ils ont commencé à découvrir ou à connaître ces turpitudes depuis Mouila. Ils avaient un meeting prévu à Lambaréné. Ils ont donc dû prendre la route parce que l'avion, justement, commençait, en fait, selon eux, le pouvoir en place, commençait à leur mettre des bâtons dans les roues. Votre analyse, quand même, quand on voit un peu le discours, ça a l'air crédible, quand même. Non, c'est ambigu. C'est ambigu, pourquoi? Vous savez, là, lorsque j'ai su qu'il y avait, une entourloupe,
lorsqu'ils m'ont dit que c'était un avion de 9 places. Monsieur, vous savez très bien que notre espace aérien est pratiquement... Je ne sais même pas comment le qualifier. Ces avions-là, lorsque j'étais en navigation aérienne en stage, lorsque j'étais au chômage, il y a ce qu'on appelle le principe justement de qualification de l'aéronef. Votre avion doit répondre aux standards internationaux. Oui, mais Barreau Chambrier a circulé avec cet avion bien avant. Mais comment ont-ils fait pour quitter Libreville, aller à Tchibanga? Monsieur, je vous dis que c'est une chance que ces gens-là ne se seraient pas retrouvés comme à l'époque d'Air Service, où la pauvre épouse de Ngoussi est décédée dans des conditions les plus difficiles. Et d'ailleurs, je comprends aujourd'hui sa radicalisation. Un aéronef a une certaine durée de vie. Imaginez, à l'époque même, il avait des aéronefs. Comme on appelait son genre d'aéronef avec les ATR. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'on n'a pas des aéronefs. On n'a même pas, comment dire, des aéroports aménagés. Ne serait-ce que pour atterrir. Il n'y a pas de commodité. Or, lorsque vous arrivez à la circulation aérienne avec la CECLA, il faut avoir des autorisations de vol. Les pilotes doivent être qualifiés. Ces pilotes-là, il faut également les réformer. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas vous dire. Vous pensez que Alexandre Barreau-Chambrier jouerait avec sa vie? Je parle d'Alexandre parce que cet avion, on sait tous que l'avion a été affrété par Alexandre. L'avion affrété, on en apprend quelque chose de pourri. L'avion affrété, c'est un avion de pays tropicalisés. Ce genre d'aéronef, vous n'allez plus les retrouver en France, aux États-Unis ou bien en Chine, ce n'est pas possible. Et là encore, c'est le rôle, la responsabilité également du pouvoir. Puisqu'on a toujours parlé de rechercher avoir une compagnie aérienne. À l'époque, lorsque vous voyagez à Air Gabon, vous avez tout le confort, toutes les commodités. Mais je vous dis que, qu'il y a une place qui n'ont pas fait crash. Le pire pouvait arriver. Le propriétaire de la compagnie, donc, si vous... Ils ont eu toutes les autorisations. Ce qu'ils disent là, c'est des histoires. L'aéroport, les aéronefs là sont dépassés. C'est des vieux aéronefs qui ne sont plus inscrits dans le temps. Donc c'est une panne technique qui n'a rien à voir. Mais ce n'est pas une technique qui n'a rien à voir avec les autorisations de le prétexte. Mais tout à fait, mais c'est la politique. Il faut bien qu'il se justifie. Serge Ayoum. Bah, mais c'est simple. Hein. Vous savez, moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que nous sommes à une élection présidentielle. Et Ali Bongo, comme les autres candidats, ont le même statut. Je crois qu'Ali Bongo n'a pas eu le même problème puisqu'il a voyagé en hélicoptère. Ouais. Donc l'hélicoptère devait être disponible pour l'ensemble des candidats. Parce que c'est la République. Et il utilise les moyens de l'État. Dans un pays sérieux qui se respecte, bien sûr. Mais comme nous sommes au Gabon, l'unique pays au monde qui ne se respecte pas, donc on peut trouver ce genre de problème. Si le pays se respecte un peu sérieusement, on devait donner l'avion à M. Albert Rondosa parce qu'il va à Franceville, c'est chez lui. Mais le malheur, c'est que c'était Franceville. Et comme il y a eu déjà le passé un problème à Franceville, les gens ont fait le lien et ils ont compris que Franceville n'aime pas recevoir les gens. Or, Franceville, c'est le Gabon. Et Rondosa, il est au Gabon partout. À Franceville, à Lastuville, à Koulamoutou, partout, il est chez lui parce qu'il est un Gabonais. Donc, on ne peut pas empêcher un Gabonais d'aller à la maison. Donc, lorsque moi je vois les militaires autour d'Ali Bongo. On avait boycotté le meeting d'un homme politique à Franceville récemment. Oui, oui. Donc, quand moi je vois, il y a les militaires à côté d'Ali Bongo, il y a l'avion présidentiel à côté d'Ali Bongo, et chez les autres, il n'y a rien. On n'appelle pas ça la République, on appelle ça le village. Enfin, nous, on vit ici comme au village. On a un chef et on a les habitants que nous sommes. Alors, messieurs, au pas de course, parce que notre ennemi, ce soir, à 1h30, ça court. Nous allons demander à la technique, si elle veut bien, de nous accorder encore 5 minutes, rapidement, pour décortiquer un pan très important. Il s'agit de ces audios, rapidement, la technique. Ces audios, vous les avez écoutés. Nous n'allons plus peut-être écouter la réaction de Gérard et Nguema. Gérard a fustigé ces audios tout en disant qu'il sera contre tout arrangement qui tenterait justement de déstabiliser le pays et que lorsqu'on aspire au changement, ce n'est pas en allant prendre ou traiter avec des puissances étrangères, puisque eux-mêmes, ces opposants, sont ceux qui condamnent la légion soi-disant étrangère. Alors, rapidement, ces audios, infox ou réalité, parce que beaucoup se demandent au quartier, est-ce que c'est vrai?
On a même vu quelqu'un témoigner à visage, quelqu'un de la corporation, un communicateur, témoigner à visage découvert disant que c'était lui qui aurait fait ces audios, une manière de légitimer justement ces audios qui ont d'ailleurs été repris sur la chaîne nationale. Vos analyses rapidement en une minute. Moi, je voudrais déjà dire que l'audio qui a été repris sur la chaîne nationale était déjà... c'est quelque chose qui ne se fait pas d'ailleurs. Parce que le nouveau code pénal a fait en sorte que par rapport à la protection des données à caractère personnel, ces audios-là sont privés. Hein? C'est privé. Mais quand vous les diffusez comme ça sur une chaîne de télévision, en fait, vous êtes passible de poursuites judiciaires. Ça, c'est un fait. Et ce qui m'a étonné, c'est le fait que le procureur également vienne et nous dire qu'il va ouvrir une instruction judiciaire. Et ce qui est d'ailleurs vrai, il pouvait ouvrir une instruction judiciaire, mais il ne fallait pas exposer les faits comme ça parce qu'il y a le secret de l'instruction. Donc celui qui a publié cet audio-là sur la chaîne de télévision également doit être entendu, doit être poursuivi. Mais j'ai écouté quand même la réponse qui avait été donnée par Ondossa sur une chaîne de télévision internationale, mais j'ai quand même eu des doutes. Parce qu'Ondossa n'a pas démenti que cet audio-là ne venait pas de lui. Il a tout juste spéculé sur le fait qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, et d'ailleurs ce qui est vrai, on peut fabriquer des audios, mais la difficulté c'est que cet audio a créé une certaine psychose auprès des populations. Et même la légitimation même de pouvoir et l'implication des forces étrangères. Mais tout le monde le sait. Je l'avais déjà dénoncé sur le fait que notre démocratie est bloquée par la France métropolitaine, qui est restée protectrice et qui est restée esclavagiste et négrière. C'est la France également aujourd'hui qui s'implique dans tous nos processus électoraux et ne nous aide pas à véritablement arriver vers une certaine alternance en respectant les règles démocratiques. Nous l'avons vu pendant l'élection de Jean-Ping, où il y a eu également un conseiller du président, le président Ouattara, qui s'est retrouvé dans un audio également avec Jean-Ping. Effectivement, voilà. Ces affaires d'audio là, en 2009, il y avait des audios avec André Baobab, en 2016 avec Jean-Ping. On a comme l'impression qu'à chaque élection présidentielle, des audios quelquefois toujours compromettants qui mêlent également les puissances étrangères, sinon les pays frères, parce que c'est quand même gravissime là. Et ce serait remettre en cause justement les relations internationales que nous avons avec ces pays. C'est parce qu'ils sont jaloux de notre pays, ils veulent justement déstabiliser la nation gabonaise. Vous savez, le Gabon est un pays très riche, un pays à revenus intermédiaires de la classe supérieure. Donc ces gens-là envient nos matières premières. Et c'est pourquoi la classe politique doit avoir une certaine retenue. Que vous soyez de l'opposition à la majorité, il faut arriver à avoir un esprit républicain comme Ayoun, rechercher justement la cohésion, l'unité, pour que le meilleur du Gabon puisse être sorti en préservant le tout pour le tout, la paix. Alors, Monsieur Alloum, votre réaction au pas de course? Ouais. Moi, je crois que c'est rapide. Moi, je m'étonne que le procureur, d'ailleurs même ça ne m'étonne pas, je rectifie parce que le procureur a l'habitude de s'auto-saisir très rapidement des problèmes qui concernent l'autre camp, parce que de l'autre camp, même si tu donnes l'info, le procureur de la République ne fait rien. Mais je veux quand même ajouter à cela, peut-être pour permettre au procureur de la République de réagir vite, parce qu'au-delà des audios, le pays est confisqué déjà. Le pays est géré par des gens qui ne sont pas des Gabonais. Le procureur le sait. Alors, le principe de la croissance est basé sur la consommation. Et la consommation est basée sur l'investissement. Parce que si vous allez réaliser une maison de 2 étages chez vous, vous allez employer tout le monde, les plombiers, les maçons, et eux, quand ils vont de l'argent, ils vont aller acheter la nourriture. C'est ça le circuit de la consommation. Mais vous avez les gens qui amassent des milliards ici, ils pas conçus chez eux. Ils ne sont même pas inquiétés, encore moins par le procureur de la République. Mais seulement l'audio, on a déjà engagé les acteurs. Vous savez, moi je me pose souvent des questions sur ce qui intéresse les Gabonais. Moi, c'est pas une façon de minimiser les audios et tout le reste. J'ai dit qui déstabilise le pays. C'est le PDG qui déstabilise le pays en premier, avec tous les hauts cadres. Il n'y a pas que nous. Donc c'est à tous les niveaux qu'on déstabilise le pays. Donc il n'y a pas que aujourd'hui qu'on va parler des audios qui déstabilisent le pays. On dit aujourd'hui si les Gabonais sont au chômage, c'est parce qu'on a donné l'économie de la nation
aux mains des non-nationaux. Ce qui fait qu'ils prennent de l'argent, ils partent investir chez eux, et c'est chez eux qu'on crée la croissance. Chez nous, on vide la croissance. C'est parce que tout le circuit économique, de la commande, l'exploitation, à la distribution, on ne coupe les Gabonais qu'à la consommation. Je répète tous les jours, c'est un plan contre la République. Et le procureur, il est au courant. Il n'engage pas les enquêtes, on n'arrête pas les gens. Ils ont dit on va arrêter l'envoi d'argent par Mamadou pour éviter la concurrence déloyale envers les entreprises installées sur place. Est-ce que ça a été fait? Non, c'est pas arrêté. C'est les préoccupations, c'est ailleurs. Mais excusez-moi, il vous souviendra que l'ancien président de l'Assemblée nationale se retrouve actuellement dans les démêlés pour avoir transporté 1,190 milliard qui serait parti d'un pays limitrophe. Ouais. Avec jusqu'à présent des risques d'où on le sait, d'où cette manne financière est arrivée. Parce que là aussi on peut parler d'une certaine ingérence, parce que ce bail avec 1,190 milliard, il y a des problèmes de fuite des capitaux, il y a les problèmes de financement du terrorisme, il y a des problèmes de collision également avec les puissances tierces. Donc il faut que les Gabonais quand même arrivent à avoir une certaine retenue prudente, parce que le Gabon c'est notre pays, nous devons préserver la paix, et la paix jusqu'au bout, quel que soit l'issue du candidat qui sera victorieux à la prochaine élection. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces propos que nous mettons un terme à votre émission, à vous l'antenne. J'avais donc avec moi pour débattre deux personnes très populaires. Vous avez d'ailleurs pu le constater à travers leurs analyses, leurs points de vue. Donc Serge Aloum, je vous le disais, un blogueur très visible sur la toile et très aimé, adulé également des internautes à travers ses positions. Nous avons également eu Thierry Essam, lui également très connu du monde politique, mais surtout très adulé également pour ses positions. Vous avez d'ailleurs pu le comprendre, il reste toujours droit et honnête malgré son appartenance au parti politique de la majorité. Avec eux, nous avons justement décrypté l'actualité politique. J'espère les retrouver demain pour votre dernier rendez-vous de la semaine. Demain, je vous dis, nous allons également parler d'une question qui préoccupe plusieurs populations. Question d'actualité. Faut-il aller au vote? Oui ou non? Dans quelles conditions? Et comment se passera le vote? Le dépouillement devrait avoir lieu à quel moment? 1, 2, 3, 4 ou une semaine? Et surtout, l'Internet pourrait-elle être coupée pendant cette période électorale? Autant de questions que se posent les populations. Et avec eux, demain, j'espère, nous allons décrypter, peut-être avec d'autres invités. Bonne soirée, à demain.